Une histoire particulière, si elle en est une, c'est celle d'un jeune homme de Québec, de l'ancienne Lorette, Mathieu Belland, qui était parti en voyage en Espagne, rejoindre sa sœur, je crois, c'est bien ça, exact, Mathieu? Oui. Et il a loué de voiture, donc, un moment où pour aller sur les plages, aller visiter le pays dans lequel il venait d'arriver. Et quelque chose qu'on ne souhaite pas qu'il nous arrive, même chez nous, est malheureusement arrivé dans une portion de route où il ne connaissait pas nécessairement la réglementation. Un accident est survenu, un accident qui a impliqué un motocycliste qui a malheureusement perdu la vie. Pendant ce temps-là, pendant près de 8 mois, Mathieu Belland a été coincé en Espagne parce qu'il doit faire face à la justice de ce pays-là. Comment tout ça va se traduire? La situation n'est pas encore réglée. Par contre, Mathieu Belland a pu revenir au Québec. Il est en studio. Salut Mathieu. Allô, allô. Dis-moi... j'ai lu ton histoire, puis je me suis tenu un peu informé parce qu'il y avait des gens de ton entourage qui étaient entrés en contact avec nous pour nous parler de tout ça au départ, puis ça a été rapporté dans plusieurs médias par la suite. Ça fait partie des scénarios, tu sais, à Canal D, il y avait toujours des émissions du genre Voyage d'enfer, là, et malheureusement, puis je dis pas ça pour en rajouter, là, mais ton histoire pourrait tristement s'y retrouver puisque ce qui était censé être un voyage agréable s'est transformé en une expérience plutôt cauchemardesque pour toi. Parle-moi un peu de cet événement-là au départ. Qu'est-ce qui est arrivé cette fameuse journée? En fait, moi, je vais arriver par l'aéroport de Malaga. J'attendais ma soeur qui arrivait sur la fin de la journée. Là. À Malaga, on arrive vers 7 h le matin. Donc, je débarque l'avion, je fais toute la procédure, je vais m'installer dans mon véhicule de location. Je pars de l'aéroport à environ 10h30. Donc là, je dois tuer le temps. Fait que je me fais une run, je regarde Google Maps, je me prépare quelques plages à aller visiter, donc je fais ma tournée. Puis vers 4 h, je me dirige vers l'aéroport pour aller rejoindre ma soeur, mais son vol est en retard. Donc je vais faire une plage de plus. Ça semblait être la plus belle. Donc je me dirige vers cette plage-là. Puis aux dernières intersections, en fait, je fais une mauvaise manœuvre car je comprends pas. J'ai pas compris l'intersection, comment c'était fait sur ce... C'était fait comment, cette intersection-là? En fait, on devait prendre la voie extrême droite pour attendre une lumière, puis ensuite pouvoir faire un virage à gauche. Mais moi, étant donné que mon feu était vert, je me suis positionné dans la voie extrême gauche comme qu'on fait ici. Le feu était rond, j'ai juste fait ma manœuvre vers la gauche comme si j'aurais été autorisé. Mais je me suis retrouvé à couper la voie d'un motocycliste, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une légère courbe. Cette courbe-là est couverte d'arbustes entre les deux voies. Donc, c'est impossible. Ça crée un angle mort à long terme. Mais le motocycliste, il roulait au-dessus de la limite permise. Puis le timing a juste fait en sorte que moi, je me suis retrouvé là. Lui, je l'ai vu sortir de la courbe. Je me suis mobilisé. Puis lui, en fait, il a appliqué les freins. Puis il y a eu un dérapage. Il a chuté. Puis il a terminé dans ma voiture en perdant son casque. Ce qui a entraîné son décès. Et là, comment on réagit lorsqu'on est impliqué dans un accident où, visiblement, il y a une blessure grave qui se produit? Comment tu as réagi à ce moment-là? Et moi, j'ai tout vu, en fait. Là. Moi, je me suis immobilisé, puis je le regardais s'en venir me percuter par la fenêtre du passager. Puis, il y a eu l'impact. Là, on espère toujours le mieux, là, qu'il y ait le moins de dommages possible. Je débarque du véhicule, je fais le tour, mais en criant en anglais, « T'es-tu correct? » Aucune réponse, aucun signe de vie, aucun cri. Ça augure mal. On sent tout de suite que ça va pas bien. Je vois son état, je vois qu'il n'y a plus son casque, je vois qu'il est défiguré. Je retourne immédiatement dans l'auto, je prends mon téléphone, c'est le 911. Là, c'est l'état de panique. Là. Puis là, je me demande si ça va répondre en espagnol ou si je vais avoir du service en anglais, quoi que ce soit. Fait que ce que je fais, c'est que je me dirige tout de suite vers des citoyens, des résidents, là, des gens dans le trafic qui se sont immobilisés pour donner mon téléphone, pour avoir le service le plus rapide possible en espagnol pour qu'il explique où est-ce qu'on est, parce que moi, je sais pas où est-ce que je suis, je sais pas comment expliquer ça. Puis je retourne tout de suite voir l'homme. Fait qu'à ce moment-là, on le couvre du soleil parce qu'on est au mois de juillet, il fait au-dessus de 30 degrés. Le sol est chaud, il n'y a aucun nuage. Fait qu'on protège du soleil avec une autre personne qui était arrêtée pour m'aider. Puis là, les services d'urgence arrivent, tout ça. Fait que je reste avec l'homme, les ambulanciers. Ils ont essayé la réanimation, tout ça. Puis une bonne demi-heure plus tard, là, ils m'ont regardé, puis ils m'ont dit rien à faire. Là. Mais tout ça en espagnol, les policiers parlent espagnol, là, on comprend pas trop ce qui se passe, tout va vite. Mais du moins, le soulagement que j'ai eu, c'est quand les premiers policiers ou les ambulanciers sont arrivés, déjà là, qui te sens pris en charge, là, fait que ça libère un peu. Là. Mais on comprend immédiatement que la procédure va être longue et compliquée. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bon, malheureusement, le décès est constaté, les ambulanciers font leur job, et là, les autorités, les policiers espagnols demeurent avec toi.
Est-ce que tu es arrêté sur le champ? Est-ce qu'on te dit, voilà ce qui va se passer? Comment ça se passe? Ben oui, ils analysent la scène, ils regardent comment ça se produise, mais ils sont quand même habitués d'avoir... Il y a beaucoup de motocyclistes, fait qu'il arrive beaucoup d'accidents aussi. Ils comprennent immédiatement que le motocycliste roulait vite, qu'il a vu le véhicule, qu'il a essayé de l'éviter, qu'il n'a pas été capable. Moi, c'est test de drogue, test d'alcool pour savoir si j'étais à jeun. Tout est correct. Après ça, ben, on m'amène au poste. Donc là, on vide l'auto, on prend ma valise, on me sent l'auto de police, on me ramène au poste. On m'assit dans l'entrée. J'ai dit, moi, je devais aller chercher ma sœur à l'aéroport, là, dans le fond. Là. Les plans de la journée viennent de... Ouais. Donc là, moi, je suis pris là. Elle arrive par un Uber. Elle vient me rejoindre au poste de police. C'est là qu'on se rencontre. Puis, vers 8h30 le soir, on me dit, on va t'amener une meilleure place pour la nuit. Les conversations sont toujours difficiles parce qu'eux parlent pratiquement pas anglais. Moi, je me débrouille bien en anglais, mais je pensais pouvoir bien me débrouiller en vacances avec ça, mais tu te rends compte que quand tu vas dans d'autres pays, c'est vraiment la première langue qui domine. Là. Ouais. Puis on me change de station de police pour me mettre en cellule, en fait, puis que je dorme au sol dans une cellule avec un autre espagnol. Puis j'ai passé la nuit là. Le lendemain, on est allé à la cour, palais de justice, je me faisais juger. Donc, là, à ce moment-là, y a-t-il quelqu'un qui peut t'aider justement au niveau de la traduction, au niveau du droit aussi? Le droit espagnol n'est pas nécessairement le même que le droit canadien. Puis, je veux dire, toi, tu as des droits comme humain aussi, comme citoyen, là, à quelque part. Là. Donc, tes droits là-bas se doivent d'être respectés aussi. Qui t'informe un peu de ce qui se passe, des procédures? Au poste de police, les papiers de droit, ça a tout été traduit par Google Traduction. Donc, on s'entend que c'est moyen un peu, là, la compréhension. J'ai signé ça. Au poste de police, ils m'ont ressaisi mes items. Ils m'ont fait signer des papiers en espagnol. J'ai pas pu comprendre c'était quoi. Le lendemain matin, ben là, c'était la prise de photos, tout ça, pour faire mon dossier comme de criminel. Toi, à ce moment-là, est-ce que tu penses dans ta tête, ça me prend un avocat, ça me prend un avocat? Ouais, mais je peux pas. J'ai pas accès à mon téléphone. J'ai pas accès à aucun téléphone. Je peux pas rien faire, là. Fait que là, au moins, ma famille a été avertie avant. Moi, on m'avait dit qu'on me représentait avec un avocat d'office au poste de police, c'est tout ce que j'avais compris. Donc, le lendemain, à la cour, on me met dans une salle d'interrogatoire, me noter, assis sur une petite chaise en bois en arrière d'une baie vitrée. Comme un criminel. Oui, je parle à travers un micro. Puis, de l'autre côté se trouve une traductrice, puis l'avocate d'office. À ce moment-là, j'avais demandé un traducteur en français. Eux n'ont pas voulu me représenter en français. Ils m'ont fourni un traducteur anglophone. Donc, il a fallu que je fasse toute la procédure en anglais. Puis, dans le fond, on me dit bonjour, moi je suis la traductrice, voici l'avocate d'office. On va avoir des questions pour toi aujourd'hui. Première des questions, est-ce que tu as de l'argent? Ou ta famille possède-t-il de l'argent? Là, je comprends vite dans quoi qu'on s'embarque. Que c'est une question de sous pour eux autres. Exact. Fait que là, je dis, ben, ça dépend du montant qu'on demande. Elle dit, ça prendrait 150 000 €. Parce que là, elle dit, t'es indéfendable, puis elle dit, ça va être 2 ans de prison. Fait que là, moi, je suis pris là, j'ai dit, OK, j'ai dit, est-ce que je peux appeler un avocat, j'ai dit, au Québec, qui peut entendre cette conversation-là? Non, t'as pas le droit à ton téléphone. Elle dit, ta famille est au courant, elle dit, eux vont s'organiser. Mais comment ça, indéfendable lorsqu'il s'agit d'un accident de la route? Parce que j'insiste sur le mot accident, avec des conséquences évidemment terribles, mais n'en demeure pas moins que t'étais pas sous, t'étais pas drogué, tu respectais les limites de vitesse, ça demeure un accident. Comment on explique ça, se faire dire qu'on est indéfendable? Est-ce que tu as eu cette réponse-là d'abord? Comment qu'on explique ça? Je sais pas comment que eux voient ça. C'est un peuple différent, c'est une culture différente. Je pense que ça réfléchit pas peut-être comme nous. Je sais pas, ils étaient peut-être offusqués par cet accident-là. Il y a eu une mauvaise compréhension au niveau de l'intersection. C'était pas clair. Il y a un manque de signalisation. Un manque de visibilité aussi. Mais eux, de leur côté, tout ce qu'ils veulent, c'est d'aller chercher le plus de sous possible. Mm-hmm. Fait qu'ils mettent de la pression pour créer un stress, puis ça a été compliqué tout au long du dossier. Là. Et là, ça ensuit une période où tu dois rester pendant près de 8 mois en Espagne. On t'interdit de revenir au Canada. Comment ça se passe là-bas? C'est pas 8 mois en prison que tu as passé. Tu logeais dans un appartement que tu devais te payer à tes frais, c'est bien ça? Ben, en fait, j'avais pas comparu à ce moment-là, là, quand je vous explique qu'ils me demandent des sous, tout ça, puis c'est 2 ans de prison. Donc après ça, on me monte en haut à la salle d'audience. Puis là, je fais ma déclaration. À ce moment-là, on décide de baisser la caution. Puis, entre-temps, ma soeur avait réussi à rejoindre un avocat pour qu'il puisse me représenter. Par l'avocate d'office, elle voulait pas me représenter, elle voulait pas m'aider. Donc, ça s'est mis à mieux aller un peu. Puis, j'avais aucune possibilité de liberté au départ. Là, avec ma déclaration, ils ont accepté une liberté conditionnelle à la caution,
qui était basé sur mon revenu annuel. Donc, je déclarais 80 000 de salaire annuel. Eux ont basé une caution de 50 000 €. Puis, à partir de là, on m'a mis en prison fédérale jusqu'à temps que la caution soit payée. Puis, on m'a relâché un coup que la procédure était faite, là, que le paiement était fait, les papiers étaient remplis. Se faire mettre en prison, c'est déjà quelque chose en soi qui doit être assez difficile, là, qu'on soit au Québec ou ailleurs. Là, mais déjà là, que tu arrives dans un pays que tu connais pas plus qu'il faut, comment tu as vécu ça, les temps passés en prison là-bas, ça avait l'air de quoi? Ouais, on comprend rien. Tout se déroule en espagnol. On se fait transporter à gauche, à droite. J'arrive en prison. Tous les gardiens, c'est en espagnol. Pas capable de communiquer. Eux essaient de m'expliquer un peu comment ça fonctionne. Impossible, je comprends rien. Là, il est tard le soir. On fait juste ouvrir la porte. On me garoche avec mon sac de poubelle, avec mes trucs de prisonnier dedans dans une cellule. Puis on referme la porte. Puis le gardien a juste avisé l'autre. Il dit, parle pas espagnol. Organise-toi français-anglais. Fait que là, je me retrouve avec un co-détenu. Pas capable de communiquer. Faut que je passe la nuit là. Il fait 30 degrés. J'ai fini couché en bedaine sur le béton à terre. Tout est chaud. C'est désagréable. C'est humide. Mais j'ai été chanceux. J'ai passé juste une journée. Par chance, il y a eu quelqu'un avec un très grand cœur qui a offert de payer la caution d'avance. C'est une ancienne Québécoise qui est rendue en Espagne puis qui avait le 50 000 € en liquide, qui a fait le virement pour me cautionner en attendant que mes parents la remboursent. Ça m'a permis de sortir là, 24 heures plus tard. Ouais, l'élément que j'ai de la misère à comprendre là-dessus, parce que dans le fond, à la base, c'est un homicide involontaire, donc c'est un accident involontaire. Je sais pas si on dit pas homicide, là, sûrement. C'est une négligence. Une négligence qui a causé la mort. Ouais. Bref, il y a un décès qui a été causé par ça, mais puisque c'est involontaire et donc pas criminel, comment ça se fait qu'on se ramasse en prison? Même mes avocats ne comprennent pas. Il y a vraiment eu un abus, là, un maximum du maximum à chaque étape de la procédure contre moi. Là. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été un touriste joué contre toi, c'est-à-dire lui, il comprend rien, là, on va classer ça, ce dossier-là? Ben, clairement, le chef de police me l'a dit en partant. Là. Avec son peu d'anglais, là, il m'a dit, tu sais, si tu serais espagnol, tu serais rendu chez vous, puis tu n'aurais aucun problème. Si ça irait dans 2 ans, on te rappellerait pour la suite des procédures. Mais là, il dit, étant donné que tu es Canadien, il dit, tu es étranger... En voulant dire ça va mal aller, là, ça va être le pire du pire. Le maximum du maximum, autant pour la caution que pour la restriction de rester en Espagne. Ouais. Et là, donc, s'ensuit cette période-là de 8 mois où tu es coincé en Espagne, dans un appartement que tu paies. Si j'avais bien compris, c'est pas mal ça. Pendant ce temps-là, toi, tu n'as pas de revenus. Tu piges dans tes économies pour te payer ça. Et là, on te donne le droit de revenir au Québec. Comment ça a évolué ton dossier, là? On a fait un premier appel. Ça a été refusé. Entre-temps, ça a été compliqué. Là. Entre-temps, on a découvert que la famille avait été indemnisée. Là, on a fait un deuxième appel. On a mis les documents à jour parce que la Cour n'avait pas mis eux-mêmes les documents à jour. Puis à partir de ce moment-là, ben, ça m'a permis de revenir ici là, parce que, je veux dire, une année financièrement, ça devient difficile. Mentalement, ça devient difficile. Puis, dans le fond, je risque pas de recommettre un autre crime là-bas. Là. On s'entend que je suis pas un dangereux Canadien. criminel. Non. Puis l'enjeu majeur, c'était que la famille soit indemnisée, qu'eux reçoivent des sous pour la perte de cet homme-là. Donc, une fois que la compagnie d'assurance avait déposé des sous, oui, Jean, c'est ça qu'on va faire. Excuse-moi, Jean vient de me parler parce que je veux absolument qu'on continue. Puis on est serré dans le temps et je veux qu'on continue à avoir le temps d'entendre ce récit-là qui est extraordinaire, là, c'est-à-dire qui sort vraiment de ce qu'on connaît, mais qui malheureusement se poursuit. Alors, on fait une petite pause et on revient avec Mathieu Belland. De retour dans Bouchard en parle au FM 93. Dis-moi, on est toujours avec Mathieu Belland qui nous raconte son histoire justement après avoir vécu un accident de la route ayant fait une victime du côté de l'Espagne. Parle-moi des assurances. Moi, c'est ça qui m'interroge, en fait, qui m'intrigue parce qu'il y a des gens qui le soulignent également au 25226. Lorsqu'on loue un char, une voiture à l'étranger dans un autre pays, je l'ai fait récemment. Puis c'est pour ça que j'avais pensé à toi d'ailleurs, parce que si ton histoire circulait, qu'est-ce qui fait en sorte que on paie des assurances, pourtant on se pogne des assurances. Et là, est-ce que ça t'a aidé d'une certaine façon, ces assurances-là? Bien, la première chose à surveiller, c'est qui va couvrir la responsabilité civile. Donc, il faut s'informer si dans le pays où on va, en louant un véhicule, si le pays l'oblige ou si c'est en option par la compagnie d'assurance. Donc, ça, c'est très important de le vérifier. De mon côté, moi, j'avais pris une assurance voyage aussi avec Desjardins, mais eux couvraient seulement le matériel. Donc, ils ont couvert les dommages sur le véhicule.
Puis au niveau des locations, ce que j'avais loué, que j'ai pas pu utiliser comme hôtel ou quoi que ce soit parce que mon voyage s'est pas déroulé comme prévu, ils ont couvert aussi de ce côté-là. J'avais aussi une assurance invalidité. Par contre, eux, avec Industriel Alliance, ne reconnaissent pas là, mon choc post-traumatique, puis utilisent le fait que j'ai commis un acte criminel pour ne pas... ou une tentative d'acte criminel pour ne pas payer là, ma prime d'invalidité, maladie. Ah ouais, ils veulent pas? Oui. OK. Et t'es camionneur, t'es quelqu'un qui est sur la route, c'est ton métier. Est-ce que tu as repris le volant depuis ton retour? Pas encore bientôt. Là. Pour l'instant, je fais beaucoup de désensibilisation en voiture. Ça me crée beaucoup de tension, de maux de tête. J'ai été 8 mois sans conduire, donc au retour, on est un peu plus insécure. Moi, je fais de la longue distance, donc c'est très intense. Avant de reprendre le travail, je veux être sûr que de ne pas avoir de maux de tête, d'avoir le moins de tension possible, puis d'être capable d'exercer mon métier là, à la semaine. Tu parles de choc post-traumatique, tu le sais, t'en as vécu un? Oui, j'ai été traité en psychologie, tout ça, pendant 8 mois là, jusqu'à mon retour. Là. Puis maintenant, là, c'était vraiment de travailler avec la voiture, de m'exposer, de faire des changements de voie, de se mettre dans le trafic. Ouais. Et là, c'est toujours pas terminé, cette histoire-là, malheureusement. Tu peux recevoir à tout moment un téléphone des autorités espagnoles qui te disent « Reviens, faut qu'on règle ça ». On en est où, là? On est dans l'attente. On est dans l'attente depuis bientôt 11 mois. Depuis que c'est arrivé, j'attends chaque semaine, chaque jour d'avoir des nouvelles. Il n'y a pas d'échéancier, il n'y a pas de calendrier. On peut me rappeler pour me demander de revenir en Espagne. Ça peut être par vidéo, par téléphone. Ça se peut qu'il n'y ait rien du tout. J'ai aucune idée. C'est mon avocat qui va me revenir avec ça. À quoi tu t'exposes, là, justement, quand tu en discutes avec ton avocat? Est-ce que, après tout ce temps-là, puis après que tu aies trouvé un avocat qui s'occupe de toi correctement aussi, là, ce qui n'était pas le cas au départ, visiblement, est-ce que tu es confiant qu'il peut y avoir un dénouement, somme toute, positif à tout ça? Ou tu penses que tu vas devoir retourner là-bas? J'en ai aucune idée. C'est sûr qu'eux, idéalement, ils ne voudraient pas que je retourne là-bas pour cet événement-là. On vise une peine monétaire, idéalement, pas avoir de sanctions de prison ou quoi que ce soit là-bas, mais selon lui, il n'y a aucune chance pour la prison. C'est à suivre. OK. Puis, bon, l'Espagne, j'imagine que ça ne te tente pas de retourner là. C'est quoi ta vision du pays maintenant? Ben écoute, c'est sûr que c'est décevant. Je veux dire, j'ai été mêlé à une affaire. Je veux pas m'embarquer là-dedans parce que de la façon que ça a été traité, on s'entend que c'est un petit peu so-so. J'ai aussi été négligé là, à travers la procédure là, judiciaire là, au palais de justice puis la police, la difficulté à avoir de la nourriture, impossibilité à avoir d'une bouteille d'eau. On s'entend qu'il fait super chaud, donc s'hydrater, c'est important. Puis eux négligeaient ça. Mais j'ai eu des super belles rencontres. Il y a des bonnes personnes là-bas que j'apprécie beaucoup, que j'ai pu développer une belle relation. Donc ces personnes-là, idéalement, j'aimerais les revoir. Là. Mais ouais. D'un point de vue monétaire, ça t'a coûté combien jusqu'à présent, tout ça? C'est au plus de 120 000 là. Dépendamment de la caution, s'il va revenir des sous ou pas. En frais d'avocat, c'était près de 40 quelques mille, mais les avocats m'avaient fait une faveur, mais ils m'ont dit qu'il y avait pour 100 000 d'avocats de frais à leur taux horaire. Eux étaient comme à 700 € de l'heure, donc on parle de 1100 $ canadiens de l'heure. Et sans l'aide d'Intact Assurance. Là. Sans l'aide d'Intact Assurance, exact. Ça me renverse. C'est avec Industriel Alliance ou Intact Assurance, excuse-moi? Industriel Alliance. Industriel Alliance. Ouais. C'est là pour ça. T'sais. C'est pour ça que tu payes une assurance, pour ce genre de situation-là. Puis quand t'en as besoin, ben, tu te retrouves dans une situation où ça ajoute à ton stress, ça ajoute au sentiment de culpabilité, ça ajoute au... Ça, je trouve ça vraiment, vraiment plate aussi. En plus de tout, là, si tu avais pu avoir cette aide-là de ton assureur... Mais même pas, tu sais. C'est tout des problèmes supplémentaires. Écoutez, j'ai essayé de me départir d'un bien, puis on m'a accusé de falsification de pièces d'identité. On a cancellé la vente. J'ai perdu beaucoup de sous. Il a fallu que je liquide l'item que je voulais vendre aussi face à ça. Donc, tout ça, je devais gérer ça à distance. Écoute, Mathieu, on te souhaite que cette situation-là se règle au mieux. Je sais que c'est pas facile. Tenons-nous au courant pour savoir quelle sera la suite pour toi. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ton expérience dans Bouchard en parle. On dit salut aux gens du Saguenay et aux gens de la Mauricie. Pour les gens de Québec, on se retrouve après la pause.